et des encadreurs qui comprennent la langue. Ça. Si vous avez des encadreurs qui ne comprennent pas la langue, ça pose un problème. Exactement. Donc ça, c'est des éléments importants. Monsieur, nous sommes avec le président du comité national de suivi pour le pèlerinage à la Mecque. Alors avec Ce qui est demandé aux agences et aux pèlerins, c'est de respecter les poids, c'est de participer au PSG parce qu'il y a des séances de PSG qui sont organisées. Mesdames et messieurs, nous sommes avec le président du comité national de suivi pour le pèlerinage à la Mecque. Alors avec El Hadj Sidibé Amadou, nous allons nous entretenir sur quelques points portant sur l'organisation du Hajj 2025. Avec le président, on va essayer d'éplucher justement ces 4 ou 5 points afin que nos lecteurs et tous ceux qui nous suivent à travers nos différentes plateformes de l'Autrega puissent avoir une large compréhension de l'organisation du Hajj. Président, la première question, nous allons brièvement demander à ce que vous nous présentez le comité de suivi. Merci l'Autrega pour votre intérêt sur les questions liées à l'organisation du Hajj. D'accord. Il faut dire que la structure en charge du suivi du pèlerinage musulman à la Mecque est le comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque, structure qui est sous la tutelle du ministère de l'administration du territoire et de la mobilité. D'accord. Cette structure est composée de 2 composantes essentielles. Il y a l'administration à travers les ministères sectoriels concernés, notamment le ministère de l'administration du territoire et de la mobilité, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la communication, le ministère de la sécurité. Ils sont les ministères qui interviennent dans l'organisation du Hajj, mais aussi la Fédération des associations islamiques. Donc ce sont ces acteurs-là qui composent ce comité sous la tutelle du ministère de l'administration du territoire, qui est le ministère des cultes. Il faut reconnaître qu'aux yeux des autorités saoudiennes, les Hajj se traitent d'un État à un État. En Arabie Saoudite, il y a un ministère en charge du Hajj. Au Burkina, et comme dans la plupart des pays, il y a des ministères qui sont en charge de culte. Donc ce sont ces structures-là, c'est cette structure que nous avons, que les comités, ce comité-là est chargé des questions des relations avec l'Arabie Saoudite, mais aussi nous sommes aussi les interlocuteurs des différentes agences de voyage qui sont en principe les structures chargées de mettre en œuvre les différentes orientations que nous donnons. Ici, il s'agit d'une concertation entre notre structure et les différentes agences de voyage pour travailler au service des pèlerins. D'accord. Merci. On va rentrer dans le vif du sujet. Pouvez-vous nous parler de l'organisation pratique de cette année, du Hajj de cette année 2025? Qu'est-ce qui est fait en termes d'amélioration, d'innovation pour faciliter justement le Hajj des pèlerins burkinabés? Merci. Ce qu'on peut dire, les innovations majeures, en dehors de ce qui est fait les années antérieures, au Burkina ici, ce que nous avons pris cette année, une décision assez importante avec l'accompagnement du ministère de la Santé, qui est un ministère partenaire. Il s'agit de décentraliser la vaccination. Vous savez, les pèlerins viennent partout dans toutes les régions. Cette année, nous avons fait, la vaccination a été faite dans toutes les régions du Burkina. De ce qui se faisait auparavant à Boubou et à Ouaga. L'autre innovation, toujours qui concerne la santé, cette année, nous avons effectivement fait un certificat d'aptitude. Parce qu'il y a un certain nombre de pathologies. Si les pèlerins souffrent de ces pathologies-là, ils ne peuvent pas se rendre sur la terre sainte de l'islam. Donc cette année, il y a un certificat d'aptitude parce que souvent, on est confronté à des difficultés qui sont liées à des malades souvent grabataires qui souffrent de certaines pathologies dont la prise en charge en Arabie Saoudite nécessite beaucoup de choses.
Donc il faut beaucoup de personnes pour s'occuper d'une seule personne. Et évidemment, vous savez aussi que si un pèlerin n'arrive pas à se rendre à Arafat, il n'a pas fait le pèlerinage. C'est ça. D'accord. Alors, on va revenir sur le prix, le coût du Hajj. Alors, quelle appréciation vous avez à faire par rapport à ce prix que souvent certains trouvent élevé? Alors, comparativement, est-ce que le coût est, je dirais, acceptable par rapport à d'autres pays ou d'une manière générale, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Merci. En fait, c'est une question que beaucoup de gens disent que le coût d'Hajj est très élevé. On l'entend souvent. Et il faut d'abord savoir qu'il y a deux éléments essentiels qu'il faut prendre dans le coût de Hajj. Il est évident que les gens disent que la comparaison n'est pas raison. C'est ça. Mais lorsqu'on compare avec les pays voisins qui sont autour de nous, ou même d'autres pays, quand on regarde les coûts, par exemple des pays voisins, je pense que le coût d'Hajj du Burkina fait partie des coûts les moins chers. D'accord. Le deuxième élément, il faut voir les coûts là, quels sont les services qui sont contenus dans le coût. Merci. Donc jusque-là, nous sommes cette année avec 3 261 500. Et pour vous montrer les efforts consentis par les agences de voyage, par l'État et par la Fédération des associations islamiques, c'est de tout faire pour que le coût de Hajj n'augmente pas. Okay. Et de 2023 à maintenant, et comparativement à 2023, en 2024, on était à 72 000 francs de moins cher que 2023. Okay. Et 2024 aussi, à comparer avec 2003, toujours, on a 35 000 francs de moins que 2023. Ce qui veut dire que ça fait pratiquement 2 années où le coût de Hajj n'a fait que baisser, ça n'a pas augmenté. Donc, quand les gens disent que c'est cher, c'est possible parce qu'en fait, quand on dit que c'est cher, on regarde la bourse des Burkinabés, on regarde les pèlerins. Certains pèlerins, certains candidats au pèlerinage viennent de la profondeur du Burkina. Mais souvent, on a tendance à oublier un élément important dans l'islam. Celui qui va au pèlerinage, c'est celui qui dispose des moyens suffisants pour y aller. Donc, c'est très important. Mais cela ne veut pas dire également qu'on va laisser les gens augmenter le coût. Donc, ça fait pratiquement quelques années, les prestations, par exemple, des agences de voyage n'ont pas du tout augmenté. Okay. Donc, je ne dis pas que c'est moins cher, mais ce n'est pas excessif comme les gens le disent souvent. Ok, merci. Mais est-ce qu'on peut avoir un peu quelques prestations liées à ce montant-là? Voilà, donc merci beaucoup. Les prestations liées au coût de Hajj se décomposent sur les éléments suivants. D'abord, il y a le transport. Okay. Il y a le transport d'ici à l'Arabie Saoudite. Ça, c'est un élément important. Il y a également le transport à l'intérieur du territoire de l'Arabie Saoudite. Il faut contractualiser avec une société de bus qui est chargée de transporter les pèlerins à l'intérieur du royaume. Il y a également le logement à Médine et à la Mecque. Et en plus de ce logement-là, il y a aussi le logement à Mina. Vous savez, à Mina, les pèlerins sont logés sous des tentes. Ça. Ce sont les recommandations sur les rites. Donc les gens sont logés avec des matelas, mais aussi il faut aller monter les matelas, il faut aussi nourrir les pèlerins à Mina. Donc ce sont ces différents éléments-là, plus d'autres prestations qui sont liées par exemple à des choses, même si c'est minime, il faut les citer, par exemple les zamzam que les gens ramènent ici, ça s'achète. Donc tout ça, c'est des éléments. Donc on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais voilà les grandes composantes, bien sûr, du coût des Hajj. Il est toujours bien de dire quelque chose de très important. Quand on dit que le coût des Hajj est cher, il faut noter un élément très important. On veut quelque chose de qualité et on veut aussi quelque chose qui est relativement accessible. Et en Arabie Saoudite, ce qui est important pour un pèlerin, c'est la proximité des lieux saints. C'est-à-dire à la Mecque, les gens veulent être proches de la mosquée du prophète comme à Médine pour pouvoir faire leurs prières là où il y a les harams, il y a la Kaaba. Les gens veulent accomplir les rites là-bas. Donc, plus
vous êtes proche de ces rites-là, vous allez aussi payer cher. Plus vous êtes éloigné, les logements peuvent revenir également cher. Ça, c'est des éléments importants. Et donc, souvent, on veut toutes les qualités, mais quand on regarde à ce niveau, on se dit que, à mon avis, je vais le dire avec... je pense que le coût de Hajj, par rapport aux autres pays, par rapport à la qualité des prestations que nous fournissons, et que les agences de voyage fournissent plutôt, le coût est pour le moment acceptable. Ok, merci. Par rapport justement à ces agences de voyage, d'aucuns disent que très souvent, les problèmes que les pèlerins vivent sur les différents sites en Arabie Saoudite sont liés aux agences. Très souvent, certains pèlerins sont abandonnés, très souvent il n'y a pas de suivi, voilà, un certain nombre d'imperfections qu'on peut... Mais est-ce que le comité, quelle lecture faites-vous par rapport à cela? La lecture que nous faisons de tout ça, on peut dire qu'il y a des agences de voyage qui offrent de meilleures qualités. Et de très bonnes qualités souvent, au même prix. Et il y a des agences de voyage, même si elles ne sont pas les plus nombreuses, qui ont aussi des qualités moyennes. Cette année, quand nous sommes revenus d'Arabie Saoudite, nous avons évalué les agences. Nous avons trouvé globalement, c'est satisfaisant. Quand nous sommes revenus, on a évalué les agences de voyage. La plupart des agences de voyage ont un service assez satisfaisant, et très satisfaisant. Donc, globalement, il peut arriver toujours qu'il y ait des défaillances au niveau des agences de voyage. Comme je l'ai dit, ce n'est pas tout le monde. Mais s'il arrive quelque chose à quelques rares pèlerins, bien sûr, ça se répercute sur tout le monde. Donc, c'est l'image du pèlerinage qui est écornée, c'est l'image du Burkina Faso qui est touchée. Mais en réalité, il faut dire que ce qui arrive le plus souvent, nous avons les candidats au pèlerinage, souvent ne viennent pas. Ce n'est pas des gens qui sont habitués au voyage. Et donc, pour certains, même c'est leur premier contact avec les grandes villes comme Boubou de la Soie et Ouagadougou, qui sont les deux départs de Burkina. Donc, quand on se rend dans des lieux comme l'Arabie Saoudite, et particulièrement la ville de Mecque, qui a une population d'environ 800 000 habitants, mais en l'espace de quelques jours, la population de la ville peut augmenter jusqu'à près de 5 millions d'habitants. Et c'est une ville en ce moment où la majorité des habitants de la ville sont des étrangers, parce que c'est des pèlerins. Donc, ce qui fait que les gens ont des problèmes d'orientation. Mais des voyageurs comme moi et vous, avec nos portables aujourd'hui, avec Google Maps et tout ce qu'on a, on se perd difficilement aujourd'hui. Mais des gens qui viennent des campagnes du Burkina Faso, lorsqu'ils se rendent dans ces lieux-là, souvent c'est très difficile. Mais ce que nous faisons, c'est d'exhorter les agences de voyage ont des encadreurs. En moyenne, un encadreur pour 50 pèlerins. Voilà, donc, et ces encadreurs-là sont formés. Et les agences de voyage les forment. Et évidemment, nous aussi, nous formons les formateurs. Mais bien sûr, ces formateurs, à leur tour, forment les pèlerins. Ils leur expliquent les rites, mais aussi ils leur expliquent l'environnement qu'il y a en Arabie Saoudite, notamment à la Mecque et à Médine. Parce qu'il faut comprendre que souvent c'est très difficile parce que, comme je vous ai dit, la majorité des gens qui viennent là-bas sont des étrangers. Et les gens ne parlent, ici même au Burkina, on se pose la question, combien de personnes parlent le français? Encore dans un pays comme l'Arabie Saoudite, il y a des gens qui parlent l'anglais, le français, d'autres langues. Et majoritairement, vous savez, les Africains ne sont pas majoritaires en Arabie Saoudite. Et même en Afrique, nous ne parlons pas tous les mêmes langues. Donc, tout ça, c'est des questions qui sont difficiles. Il faudra certainement saluer la qualité de l'organisation des pays comme l'Arabie Saoudite, qui arrive à mieux organiser de plus en plus. Les Hajj se perfectionnent. Vous voyez, quand il y a un événement international qui s'organise, il y a toujours des difficultés. Je prends des Jeux olympiques qui sont passés récemment à Paris. Vous avez, il y a eu des difficultés, les gens sont pleins. Alors que ceux qui vont là-bas, c'est des gens qui sont habitués au voyage. Donc, quand on fait un événement d'envergure internationale comme les Hajj, certainement qu'il y aura des insuffisances. Et ce que je constate également, les autorités du Burkina Faso sont vraiment souciées de la bonne organisation des Hajj.
Et de même que les autorités saoudiennes aussi, chaque jour, ils sont dans des innovations pour mieux organiser. Pour mieux organiser en qualité, bien sûr, le logement. Il y a des critères assez précis. Les hôtels ont des autorisations précises. C'est ça. Et bien sûr, les restaurants, et tout ça, ils ont des critères de qualité pour l'ensemble des services qu'ils offrent. Bien sûr, on ne peut pas, tout le monde ne peut pas être satisfait de ce qu'on fait, mais je pense que des efforts sont consentis ces dernières années dans le cadre de l'organisation de Hajj. D'accord. Nous sommes presque au thème de notre émission. Oui. Alors maintenant, si vous avez un appel à lancer aux agents de voyage justement pour que cette organisation de qualité soit maintenue, qu'il y ait même plus d'efforts à fournir pour que les pèlerins puissent bénéficier d'un bon traitement, alors quel sera cet appel, y compris le voyage aller, le voyage retour, par rapport aux histoires aussi de perte de bagages. Alors en un mot, qu'est-ce que vous pouvez lancer comme un appel? Ce que je voudrais, d'abord à l'endroit des pèlerins. D'accord. Avant de partir, les agences de voyage organisent des formations. Il faudra participer à la formation pour réussir son Hajj. Ok. Et dans ces formations, c'est pas seulement que la formation sur les rites, mais aussi comment vivre en Arabie Saoudite, l'environnement, tout ça, on les forme pour ça, donc il faut participer à la formation. Okay. Le deuxième élément, c'est de dire également aux agences de voyage de mieux s'organiser pour former l'ensemble des pèlerins. Okay. Et si les pèlerins sont suffisamment formés, on peut aussi dire qu'il faudra qu'il y ait suffisamment d'encadreurs. S'il n'y a pas suffisamment d'encadreurs, il y a des encadreurs qui comprennent la langue. Ça. Si vous avez des encadreurs qui ne comprennent pas la langue, ça pose un problème. Exactement. Donc ça, c'est des éléments importants. Pour ce qui est de la question dont vous parlez, de plus en plus, c'est le plus récurrent comme les années antérieures, à cause de l'informatisation et tout, les questions de bagages, c'est de respecter les poids. Ce qui est demandé aux agences et aux pèlerins, c'est de respecter les poids, c'est de participer au PSG, parce qu'il y a des séances de PSG qui sont organisées dans les sites d'hébergement des pèlerins. Donc tout ça, c'est de respecter aussi les horaires. Et bien sûr, on peut dire aussi, il faudra beaucoup de discipline. Il y a des pays qu'on rencontre en Arabie Saoudite, que ce soit dans l'accomplissement des rites. Je prends les pays sud-est asiatiques, qui sont des pays suffisamment organisés en termes d'organisation et en termes de discipline. Donc ça, c'est des questions essentielles. Mais il faut dire que pour tout ça là, il faut que chacun double d'efforts. Notamment, les pèlerins doivent se dire que moi, je pars à la Mecque, c'est pour accomplir un rite. Je ne pars pas pour m'acheter des bagages. Donc vous pouvez retrouver un pèlerin qui a 3-4 sacs. Bon, c'est des difficultés qu'on rencontre. Donc il faut le dire. Mais aussi, au niveau des agents de voyage, ce que j'ai dit, il faut vraiment amener chacun, former les pèlerins, les informer. Si les gens ne sont pas suffisamment informés, bien sûr, ils vont avoir des difficultés souvent, surtout qu'ils ne parlent pas la langue. D'accord. Merci pour ces conseils. Mais à l'heure actuelle, est-ce que nous pouvons savoir déjà les premières dates concernant les voyages? À l'heure actuelle, je peux dire que nous sommes tout à fait prêts pour aller en Arabie Saoudite. Et je profite vous dire également que la compagnie nationale Air Burkina assurera cette année le transport des pèlerins au Burkina. Qui collabore effectivement avec la compagnie Ethiopian Airlines. Il faut dire que c'est des efforts consentis par l'État pour accompagner cette compagnie Air Burkina qui, depuis 1967, qui vole de façon continue et qui assure le transport des Burkinabés. Donc aussi, l'organisation du pèlerinage peut aussi accompagner cette compagnie. C'est une très bonne chose. Et le premier vol est prévu pour le 16 mai, et évidemment pour 12 jours à l'aller. Et bien sûr, un des défis majeurs pour l'organisation du pèlerinage, nous allons tout mettre en œuvre pour réduire la durée de séjour des pèlerins en Arabie Saoudite, parce que ça pose un grand problème. Souvent, les gens partent, les gens qui ne sont pas, comme je l'ai dit, la plupart de nos pèlerins sont des gens qui ne sont pas habitués à voyager.
En plus de ça, il y a beaucoup d'entre eux qui ne sont pas habitués à manipuler de l'argent. Ok. Quand vous partez pour une durée de 1 mois de séjour en Arabie Saoudite, et avec 500 000, 600 000 francs, on peut penser que c'est beaucoup d'argent. Et on se met à dépenser son argent. Et vers la fin, ils sont dans des difficultés. C'est vrai. Donc tout ça, ça fait partie de la formation. Et évidemment, notre objectif, c'est de réduire la durée de séjour des pèlerins en Arabie Saoudite. Donc on travaille avec les compagnies aériennes pour travailler à réduire la durée des pèlerins en Arabie Saoudite. Ah d'accord, super. Maintenant, je ne sais pas si vous avez un dernier mot, peut-être quelque chose que vous n'avez pas pu dire. Nous sommes au thème de notre entretien. Bon, l'appel qu'on peut lancer, c'est que c'est à l'endroit surtout des pèlerins. Ok. De préparer bien leur voyage, mais aussi de participer aux formations. Ok. Si vous ne vous formez pas, vous pouvez aller en Arabie Saoudite et rater votre pèlerinage. Ah oui. Je vous dis, un pèlerin qui n'est pas discipliné, qui ne suit pas les consignes, peut même rater Arafat. Celui qui rate Arafat a raté son pèlerinage. Pas eu le pèlerinage. Donc, pour ce faire, on demande aux pèlerins, bien sûr, de se former, mais aussi de respecter les consignes. Okay. Et donc, c'est des éléments qu'on peut aborder en termes d'interpellation des différents acteurs. Masha'Allah. Merci, Monsieur le Président. Nous rappelons à nos lecteurs que nous étions avec le Président du Comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque, Elhadj Sidibé Amadou. Avec lui, les échanges ont porté justement sur l'organisation du Hajj de cette année, sur des points d'innovation. Alors, Président, on vous dit merci et nous pensons que très prochainement, on pourra encore se retrouver pour peut-être échanger sur les points importants sur les premiers voyages. Merci beaucoup pour tout l'intérêt que vous portez à l'organisation des Hajj, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos. Et de vous dire qu'il vous appartient, vous les médias, parce que vous savez, les Hajj suscitent beaucoup de temps. C'est ça. C'est un événement d'envergure nationale. C'est ça. Que ce soit des musulmans ou des non-musulmans, chacun d'entre nous est intéressé par les Hajj. Et là où il y a de l'événementiel, souvent il y a des rumeurs. C'est vrai. Donc évidemment pour notre pays, aujourd'hui nous avons un quota qui ne suffit pas. Nous avons ce quota de 8143. Et ce quota qui ne suffit pas amène une grande compétition entre les agences pour s'inscrire dans les différentes plateformes. C'est-à-dire la plateforme nationale, ensuite dans la plateforme saoudienne. Donc évidemment, il y a des individus qui véhiculent des informations qui ne sont pas des bonnes informations. Ce que je voulais rappeler par rapport à ça, il n'y a que l'État, et l'État du Burkina Faso qui est habilité à avoir des quotas pour les différents pays. Maintenant, il y a un quota résiduel, ça c'est vraiment infime, que souvent l'ambassade d'Arabie Saoudite donne à certaines personnes ce qu'on appelle des visas de courtoisie. Et bon, qui ne suit pas le même circuit, mais c'est vraiment infime. C'est une dizaine souvent de visas qui sont donnés. C'est ça. Donc, mais les quotas toujours passent par des voies officielles. C'est ça. Soit le gouvernement du Burkina Faso ou l'ambassade d'Arabie Saoudite. Donc un individu ne peut pas ne peut pas négocier et disposer d'un quota. Ça c'est un élément important. D'accord. Donc comme vous avez posé des questions par rapport à ça, c'est un des grands défis, le quota ne suffit pas. Donc ça c'est